Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être en présence d'Alex Alice, qui est le créateur du Château des Étoiles, entre autres. On parlera évidemment longuement de cela. Je vous rappelle que les rencontres sont disponibles en replay sur YouTube et en podcast sur toutes les plateformes et que vous avez toutes les informations sur vlil.com. Alors Alex, bonsoir déjà. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. Vous n'étiez pas forcément destiné à être scénariste ou dessinateur. Vous avez fait des études de commerce, il me semble. Comment, quel moment, quel déclic a fait l'artiste que vous êtes? C'est un jour, en cours de contrôle de gestion, je me suis dit... Non, en fait, j'ai toujours voulu être dessinateur, en tout cas raconter des histoires en dessin, que ce soit bande dessinée ou dessin animé. Et il se trouve que j'étais dans un lycée où j'étais très très loin de cet univers-là. Il n'y avait même pas de section artistique. Donc, j'avais aucune idée de mon niveau, aucune idée des filières. J'ai suivi les conseils de mes parents et passé mon bac d'abord. Quand j'avais la possibilité de faire une prépa commerce, je me suis dit, bah, si jamais j'ai pas le niveau en dessin, le temps de l'acquérir, je ferai de l'édition ou de la production, ou j'essaierai de travailler dans ce secteur-là qui me passionnait déjà. Et puis, il se trouve qu'en arrivant en école de commerce, euh, j'ai, euh, j'étais dans les associations de BD, on organisait des dédicaces, j'ai rencontré des pros qui m'ont donné pas mal de conseils. Eric Erengel, ça a été le premier, et puis assez vite, Denis Bajram, Mathieu Laufray, et puis j'ai rencontré Xavier d'Horizon, avec qui j'ai écrit le Troisième Testament, qui lui aussi était débutant et avait envie de faire des trucs. Donc on a longuement échangé sur un tas de projets, et puis il est arrivé avec cette idée, et on est parti là-dessus. Et en fait, c'est arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Moi, je pensais faire une école de dessin après le commerce, qui sont des études assez courtes en fait. Mais il se trouve on a signé notre premier album alors qu'on était encore étudiant, et il est sorti 2 semaines avant la remise des diplômes. Donc, et comme ça a bien marché, j'ai pu enchaîner directement. Mais voilà, c'était le plan, même si j'ai fait un petit détour. Voilà. Alors justement, on vous a sûrement posé la question déjà 1000 fois, puisque cette série débutait en 2014. C'est déjà très loin, j'imagine, pour vous. Il y a eu évidemment une petite pause avec le confinement. Euh, mais comment vous est venue cette idée du Château des Étoiles, et notamment par rapport à cette inspiration de Jules Verne et de ce fameux Louis II de Bavière, qui est plutôt original, on ne le voit quasiment jamais dans l'univers littéraire, dans l'univers graphique. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de si particulier, et son côté purement romantique qui vous a évidemment, j'imagine, séduit? En fait, oui, ça s'est fait. La rencontre avec à la fois l'univers de Jules Verne et l'univers de Louis II de Bavière s'est fait à peu près quand j'avais l'âge des héros. Donc Jules Verne par les romans, et puis Louis II par un voyage dans les châteaux de Bavière avec mes parents quand j'étais enfant. Et j'ai gardé un souvenir absolument inoubliable de la lente ascension pour monter jusqu'au Neuschwanstein, qui est le château le plus connu. Puis on s'est retrouvé dans des conditions extrêmement romantiques, avec un gros orage qui avait chassé tout le monde. Donc cette espèce d'orage dans ces contreforts des Alpes, avec le lac, le château sur un piton. Enfin, voilà, j'étais absolument dans cet univers-là. Voilà, donc tout s'est fait à peu près au même âge, et je suis rentré dans cet univers wagnérien aussi, avec lequel j'ai fait une autre série qui s'appelle Siegfried. Et en fait, le personnage de Louis II m'était resté en tête comme un personnage fascinant, et je voulais faire quelque chose avec lui, mais pas une biographie, parce que son histoire était assez triste et pas tout à fait à la hauteur de, de l'ambition du personnage, même si elle est belle et dramatique, hein, mais j'avais envie de faire quelque chose d'autre, j'avais envie de faire une fiction. Et puis en parallèle, j'avais envie de faire un récit vernien, euh, une histoire sur la conquête de l'espace au 19e siècle, parce que j'avais été très frustré à la lecture de Autour de la Lune, donc la suite de la Terre à la Lune, parce que dans Autour de la Lune, figurez-vous, ils n'atterrissent pas sur la Lune, spoiler. Ils font le tour et ils reviennent. Et après nous avoir fait rêver pendant des centaines de pages sur ce à quoi pourrait ressembler la Lune au 19e, on n'est pas encore sûr que les cratères ne soient pas des traces d'anciennes fortifications d'une civilisation
voilà, antiques. Et moi, je voulais voir ces gars en costume 3 pièces avec des hautes formes débarquer sur la Lune et se confronter à ces hypothèses. Et puis Jules Verne ne le fait pas parce qu'il se refusait à inventer, donc c'est très bien d'ailleurs, mais moi ça m'avait beaucoup frustré enfant et j'ai gardé cette envie d'explorer cet imaginaire. Et donc j'avais ces 2 projets en tête, faire de l'espace au 19e et faire un travail autour de Louis II de Bavière. Et pendant des années, avant qu'un jour je réalise que c'était le même projet. C'est-à-dire que si on va dans l'espace au 19e siècle, c'est évidemment financé par Louis II de Bavière, qui a la folie et les moyens de faire ce genre d'aventure. Et ça m'a donné le personnage aussi qui me manquait dans tout récit de Jules Verne. Il y a l'extravagant, l'excentrique, qui a les moyens et qui va faire en sorte que l'aventure se produise, alors les moyens scientifiques ou financiers, mais le capitaine Nemo, Robur le Conquérant, enfin, il y a toujours ce personnage un peu extraordinaire. Et en fait, moi, j'ai été paresseux, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans l'histoire. Et donc, c'est Louis II de Bavière. Et cette confrontation entre l'imaginaire vernien, la conquête de l'espace, la science et ce personnage extrêmement romantique, ça fait une étincelle. Et en fait, l'univers est né en quelques heures. L'histoire, enfin, pas l'histoire précise, mais la trame s'est mise en place et j'étais comme un dingue, j'ai pris plein de notes et depuis, voilà, je développe tout ça avec grand plaisir. Mais c'est marrant de se dire que c'est des imaginaires contemporains qui, en fait, ne s'étaient, je crois, jamais vraiment rencontrés avant. Voilà. Il n'y a plus qu'à rajouter des cow-boys parce que c'est aussi à la même époque. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Il en est question à un moment donné, alors pas des cow-boys, mais en tout cas des Indiens d'Amérique qui se font spolier. Donc, en effet, vous mettez par petites touches, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais cette fameuse critique de la société, je pense en tout cas que c'est beaucoup plus profond qu'un récit premier degré, comme vous le dites souvent. On en parlera tout à l'heure, mais avant, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette uchronie parce que euh, tout par-delà, en réalité, j'aimerais savoir comment vous travaillez ce point de départ-là, ce point de départ de l'histoire qui fait tout basculer à un moment donné. Là, pour le coup, vous changez le cours de l'histoire d'une centaine d'années, approximativement. Comment vous créez ça? Quel est le point de départ, le déclic qui vous donne cette envie de tout modifier sans fausse note en réalité, parce que j'imagine que vous vous êtes forcément beaucoup documenté, ça c'est une évidence, et notamment sur ce que pensaient les individus à cette époque-là. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé tout cela. Alors, je suis content effectivement, que ça semble crédible. Après, bon, clairement, c'est une fantaisie, mais c'est vrai que j'avais personnellement besoin d'y croire, parce qu'en fait, il y a une espèce de... Le sujet me faisait peur depuis un moment, depuis que je rêvais à ce genre de sujet, avant de trouver vraiment cette histoire-là. Mais je me disais, bon sang, est-ce qu'on peut encore acheter en fait cet univers, cet espace du 19e siècle, rempli d'éther, où le Mars est parcouru de canaux. Enfin, c'est des choses, on sait aujourd'hui, quand ça a été imaginé, on pouvait encore y croire, mais aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Et je me disais, bon sang, est-ce qu'un lecteur d'aujourd'hui peut encore adhérer en fait à ça, sachant que c'est pas vrai. Et puis, en fait j'ai réalisé que c'est un peu le principe de la fiction, c'est que c'est des choses dont on sait que ça ne s'est pas produit, elles ne se sont pas produites. Euh, je me suis dit, l'important, en fait, c'est que le créateur y croit au moment où il travaille. Je pense que c'était le cas de Jules Verne et j'essaye de me mettre dans cet état d'esprit-là. J'essaie de faire en sorte d'y croire quand je travaille, que ce soit le scénario ou le dessin. Et la première chose pour moi, ça a été de me dire, bon, je ne vais pas faire un univers fantaisiste, steampunk, euh, un truc où on débarque tout de suite dans un univers extraordinaire. Non, non, moi j'ai envie, pour moi, c'était personnel, hein, mais pour moi, pour y croire, j'ai envie de commencer dans la réalité. Le plus possible. La réalité historique de l'époque, avec les techniques de l'époque, effectivement, les mentalités de l'époque, pour autant que je puisse les reconstituer, les personnages de l'époque, etc. Alors, j'ai fait quelques écarts. Hein. Le château de Neuschwanstein la construction venait de commencer, mais je n'avais pas envie de les faire arriver sur un caillou. Donc, c'est allé plus vite que prévu. Mais je crois que c'est un des seuls écarts conscients, en tout cas, que j'ai fait par rapport à la réalité historique. J'essaie vraiment de coller à ça.
Et du coup, l'histoire est une uchronie, mais moi, j'ai un problème souvent avec les uchronies, c'est que j'aime bien le principe, j'aime bien l'idée des univers que ça crée, mais souvent, j'ai l'impression, en tout cas dans celles que j'ai vues ou lues, c'est cool, mais le principe de l'univers est chouette, mais souvent les histoires qu'on y raconte, on aurait pu finalement les raconter dans un univers enfin, dans notre monde en fait. Enfin, c'est l'impression que j'avais. Et du coup, moi, c'est pour ça aussi que je tournais autour du sujet, c'est que je me disais, bon, ok, si je crée un univers comme ça, c'est chouette, mais finalement, qu'est-ce que je vais y raconter? Et en fait, pour moi, le déclic, ça a été cette histoire de Louis II de Bavière, de me dire, mais en fait, ce que je raconte, c'est l'univers. Je parle pas d'autre chose, je raconte la découverte de l'éther qui va en fait créer cet univers parallèle. Et je raconte la création de cet univers parallèle. Donc le récit, c'est l'univers. Voilà, donc ça a été mon point de départ. Ça me permet, moi, d'avoir ce qui, à mes yeux, permet de crédibiliser le récit, c'est-à-dire tout ce contexte historique, et puis d'essayer de construire une uchronie assez rigoureuse, à mes yeux, mais qui est aussi une eucosmie, c'est-à-dire que c'est pas seulement, je parle pas seulement d'une divergence historique, il y a pas seulement la découverte de l'éther, c'est pas seulement quelque chose qui va changer le cours de l'histoire, c'est aussi accréditer une hypothèse scientifique dont on sait aujourd'hui qu'elle est fausse. C'est-à-dire que l'idée, c'est non seulement et si s'était passé ça, mais si s'était passé ça dans un univers, c'était tel qu'on l'avait imaginé, tel qu'on l'imaginait à l'époque. Voilà. Donc je pense que je m'en sors parce que justement, je suis le fil de ce récit plutôt que de nous plonger 30 ans après la déviation. Voilà. Je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est ce qui me permet d'y rentrer facilement. Et, et d'emmener mes personnages là-dedans, c'est que je les accompagne dans la création de cet univers parallèle en partant de la réalité. Et enfin, ça me fait drôle d'être déjà au tome 6, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai commencé, mais d'arriver effectivement dans un univers qui commence à être, quand on revient à Paris, d'un coup on se rend compte que ouais, les empires sont partis à la conquête des cieux, ils ont ramené un tas de choses de l'espace. Et le fait, c'est des scènes que j'ai en tête depuis le début, mais le fait d'avoir mis des années avant d'y arriver et d'avoir construit tout ce récit, d'avoir construit l'univers petit à petit, ça fait que quand je dessine mon expo interplanétaire, j'y crois en fait. C'est pas bizarre à dire, mais quand je me dis, ah oui, non, mais c'est pas n'importe quoi, il y a une histoire derrière, je peux justifier un peu de tout ce qui se passe, tout ce qui est montré. J'y suis arrivé d'une manière logique et donc j'arrive à y croire. Voilà. Et ce qui est totalement fou, c'est que les lecteurs y croient aussi, moi le premier, puisque je me suis demandé que savaient les individus, les scientifiques à cette époque-là. Est-ce que comment vous avez travaillé par rapport aux sources? À l'époque, certaines choses étaient peut-être un petit peu fantaisistes, étaient un petit peu pas forcément sourcées. Comment vous avez travaillé rigoureusement sur les sources et lesquelles vous avez prises, consultées pour former ce récit-là? Je suis en train de regarder, mais j'ai pas tout là. J'aurais dû vous sortir tout ça. Ah bah si, il est là. Attendez, je vérifie. Euh, bah, j'ai une... On apprécie le décor magnifique d'Alex, hein. Le studio de travail est somptueux, on a envie de tout regarder. Malheureusement, j'ai pas ma source principale ici, c'est dommage, mais c'en est une qui ressemble. Donc c'est pas celui-là, mais c'est un autre de Camille Flammarion qui était un vulgarisateur de l'époque, qui a écrit. Alors ça, c'est sur le monde avant la création de l'homme, donc je m'en sers pour la création pour Vénus, avec la vision des mondes passés de l'époque. Je trouve que c'est d'une poésie incroyable. Mais en fait, j'en ai un j'ai en fait une astronomie populaire qui est un texte de vulgarisation sur les connaissances astronomiques de l'époque et qui est d'une poésie incroyable. Parce qu'en plus, c'est ça que j'apprécie dans cette époque notamment, c'est que les scientifiques sont aussi des poètes et Camille Flammarion, qui était
qui était astronome, qui était pas, voilà, qui était. Il écrivait aussi de la fiction, il écrivait de la poésie, il écrivait des récits. Voilà, il s'est laissé aller d'ailleurs sur pas mal de choses. Mais vous voyez, donc voilà, on a des. Celle-là n'est pas extraordinaire, mais c'est l'observation d'une nébuleuse. Et voilà. Et donc, tiens, attendez, est-ce que j'ai ça? Hop. Le monde avant la création de l'homme, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Et donc, dans ces bouquins sur l'astronomie, il y a ça avec des vues incroyables C'est de quelle année ça, Alex? Ça, c'est fin Prénom, 19e. fin 19e, Et d'accord. attendez, j'en ai un alors, qui est un peu plus. Ce bouquin-là est un peu plus récent, mais ça reprend les. Ça s'appelle Sur les autres mondes, mais ça reprend certaines visions d'époque. Vous voyez, les canaux de la planète Mars. Rectiligne comme ça. Et alors, j'ai du. Alors, hop. Canyon de la Lune. On reconnaît l'univers, hein, clairement. Oui, c'est fou. Oui, j'ai inventé. Hein. Et, Non, alors, il n'y aura pas jusque-là quand même. et on a Mars vu depuis ses satellites. Pas beau ça. Voilà, donc, et en fait, d'ailleurs, c'est en retombant sur ce bouquin-là, Opus, que ça m'a remis dans cet univers et dans l'envie qui ne m'avait pas quitté, mais ça m'a vraiment, voilà, ça a réveillé tout ça. Alors, je ne vais pas les trouver, mais il y a aussi des vues extraordinaires, bien sûr, vues depuis la surface de Saturne. Donc aujourd'hui, on sait que Saturne n'a pas de surface, mais à l'époque, on imaginait qu'il y avait une surface. Il y a ces anneaux gigantesques dans le ciel, sur des paysages fantasmagoriques. Voilà. S'il y avait d'ailleurs un dirigeant qui aurait pu faire basculer les choses comme vous le voyez, est-ce que ça aurait pu être Louis II de Bavière? Est-ce qu'il avait le pouvoir nécessaire euh, pour enclencher le financement d'une exploration spatiale? Euh, oui, je pense à l'époque, parce il avait l'argent pour faire ses châteaux. Donc finalement, qu'est-ce que c'est qu'un moteur à éther? Voilà, donc je pense qu'effectivement, en fait, je pense que ce sera passé à peu près comme dans la série. C'est-à-dire qu'il l'aurait fait, en secret, et si ça s'était su, il aurait été arrêté, ce qui a fini par lui arriver, et ce qui arrive d'ailleurs dans la série. J'anticipe là-dessus, mais voilà, on a fini par l'écarter en disant qu'il était fou. Isabelle? Oui, bonsoir, merci pour cette rencontre. Bonsoir à tous. Alors, vous avez du coup en partie répondu à la question que j'avais, qui était quelle a été la somme de recherche? Est-ce que vous avez cherché vraiment à vous documenter ou est-ce que ça a été un peu le hasard des trouvailles sur les… Vous disiez, vous étiez passé chez des bouquinistes pour trouver, enfin, vous aviez trouvé des livres chez bouquinistes. Ça a été quoi en fait la part de… Il faut vraiment que je sois au plus près de la réalité de l'époque et la part de rêve et de poésie en fait qui vous est propre. Mais ça c'est un petit peu difficile de répondre. Je fais évidemment pas un travail d'historien ni de reconstitution. J'ai un niveau d'exigence qui a ses limites. euh, euh, je fais de mon mieux pour coller le plus possible, pour être le plus crédible possible. Et, je vois que je vais moins loin que certains collègues dans la reconstitution. Mais voilà, au bout d'un moment, voilà, c'est ultra subjectif. C'est-à-dire, je fais de la recherche jusqu'au moment où je me dis, oh, c'est bon, je maîtrise le sujet suffisamment pour faire ce que j'ai à faire. Voilà, sachant que, bon, ouais, est-ce que c'est aller assez loin? Je sais pas. J'essaye que ça reste un plaisir, et je trouve que enfin, ça l'est souvent, le travail de documentation. Peut-être quand j'étais débutant, ça me faisait un peu peur, et en fait, maintenant, je m'éclate. Je trouve que
plus on cherche de la doc, plus on trouve des heureux hasards, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, puis des choses qui juste collent très très bien avec ce qu'on avait imaginé. Ouais, c'était ça ma question du coup aussi un peu. Bah, c'est tout à fait. Après, voilà, c'est pas un reproche du tout, hein. Donc, merci. Ben oui, ouais, ouais, j'imagine on peut pousser le truc toujours plus loin. Moi, mais bon, non, mais je crois que quand même j'ai quand même tendance à être un peu perfectionniste. C'est vrai que j'ai acheté tous les bouquins que j'ai trouvés sur Louis II de Bavière. Euh, C'est déjà mais assez par loin contre, quand même, là, parce qu'il y a quand même une technicité. On parlera peut-être tout à l'heure du public visé, mais à mon sens, on est loin de la littérature jeunesse. On y est un petit peu, mais ça vise un public beaucoup plus large. euh, disons que je voulais, comment dirais-je, euh, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en fait, pour tout vous dire, j'ai développé le château. J'ai eu l'idée en France, mais je suis allé vivre aux États-Unis pendant quelques années. Et en fait, j'ai eu une espèce d'expérience bizarre. Euh, En arrivant là-bas, une semaine, c'était Angoulême, le festival d'Angoulême. Et la semaine d'après, c'était la Comic-Con à New York, qui à cette époque-là était début février. Et donc, j'ai fait les deux avec le déménagement entre les deux. Et euh, ça a été un choc d'arriver là-bas et dans ces halls de convention gigantesques et de voir il y avait pas d'enfants, en fait. C'est des trucs de comics, donc c'est sur des types avec le slip au-dessus du pantalon, des gros muscles. Enfin, c'est des super-héros, c'est pour les enfants, les super-héros à la base. Enfin, moi, je suis le premier à adorer Watchmen, et voilà. Mais, et en fait, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait les Américains avaient complètement laissé tomber le public jeunesse. Et en fait, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qu'on est en train de faire en France aussi. Et je me suis aperçu que j'étais, faisant partie du milieu de la BD, en fait, je me suis aperçu que c'était un public qu'on avait tendance à négliger. C'est-à-dire que les éditeurs, je le voyais autour de moi, même sur ma série précédente, moi, euh, je voulais faire du petit format, et mon éditeur m'avait dit non, fais du grand format, c'est bien. Du coup, je m'étais dit, bah bon, ok, grand format, donc du coup, ça veut dire un certain prix, ça veut dire que bon, j'ai un lectorat plus âgé, donc allons-y. Et même quand j'ai présenté le Château des Étoiles, à l'époque, j'ai eu des éditeurs qui m'ont dit, oh là là, ça fait jeunesse, c'est compliqué la jeunesse en ce moment. Et en fait, ça m'a. Enfin, en gros, j'ai pris conscience du fait que ma génération a tellement passé son temps à expliquer aux gens que la BD, c'est pas que pour les enfants, qu'en fait, au bout d'un moment, la BD, c'était plus pour les enfants. Euh, et je me suis vraiment retrouvé en 2011 avec des éditeurs qui m'ont dit, oh là là, jeunesse, en BD, quoi, ce qui est en fait inimaginable, enfin, normalement. Euh, voilà, et je me suis dit, oh, bon sang, si on fait pas gaffe, en fait, on va faire comme les États-Unis, on va plus parler qu'aux gens qui ont grandi avec de la BD et qui maintenant sont grands comme moi. Et donc, il y a eu vraiment une espèce de prise de conscience et un moment où je me suis dit, mais bon sang, mais effectivement, avec une aventure comme le Château des Étoiles, je n'ai pas de raison valable de me couper du public jeunesse, en fait. Et, et, autant je suis fan d'Alan Moore, et notamment de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, pas tous, mais le deuxième, par exemple, je trouve formidable. Mais je trouve que il explore les mêmes imaginaires, mais il les explore avec un point de vue d'adulte et en s'adressant à des adultes. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie j'avais envie que l'enfant que j'étais, quand j'ai découvert ces univers-là, que ce soit Jules Verne ou Louis II de Bavière, puisse entrer dans cet univers par le Château des Étoiles, par cette porte, et leur laisser la porte ouverte. Je ne sais pas quelle métaphore il faut utiliser. J'ai un peu laisser l'échelle, quoi, laisser pas remonter l'échelle, dire ah ça y est, maintenant on est dans nos trucs, on est entre nous et on va parler de ce qu'on aimait quand on était petit. Non, non,
Voilà. Et donc, il y avait un effort conscient de ma part de me dire, alors que ce n'est pas quelque chose que j'avais fait avant, de me dire, il faut que les enfants puissent. C'est pas pour les enfants, mais il faut que les enfants puissent rentrer dedans. Et donc, j'ai bossé pour ça avec aussi mon éditrice Nadia Gibert chez Rutsev. C'était aussi une super rencontre éditoriale avec cette maison qui est en fait une filiale de l'école des loisirs et donc qui avait cette vocation aussi à s'adresser à un large public. Et voilà, donc ça a été enfin, je suis désolé pour cette réponse ultra longue, mais c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de ne pas fermer la porte, de dire, OK, Jules Verne, ce romantisme allemand, moi je l'ai découvert à cet âge-là, je veux que les lecteurs de cet âge-là puissent y avoir accès. Et donc, même si... Alors voilà, donc j'ai essayé de pas... Je simplifie jamais l'histoire, je simplifie jamais le vocabulaire. Simplement, je fais attention à un certain nombre de choses que les éditeurs en BD, en tout cas... Enfin, voilà, en tout cas dans mon expérience, ne demandaient plus pour s'assurer que les enfants puissent avoir accès au récit. C'est pour ça qu'en fait, toute la situation géopolitique est expliquée, toute la science de l'époque est expliquée, les personnages sont expliqués, et le vocabulaire, j'ai coupé aucun mot compliqué quand j'avais envie d'en mettre. Enfin, compliqué, pas non plus, hein, voilà, mais quand le vocabulaire est un peu soutenu, je m'arrange toujours pour qu'on puisse comprendre par le contexte et que ça puisse... À eux de s'y intéresser et d'aller chercher aussi. Parfois, Exactement. on leur mâche un peu trop le travail. Oui, moi je suis toujours content. Enfin, voilà, je trouve ça chouette en plus, je suis assez content effectivement d'aller ouvrir ce récit de manière simple et j'espère excitante. Et puis après confronter en l'occurrence, vu qu'on parle de ce lectorat-là, les confronter à des concepts ou des réalités historiques auxquelles ils ne sont pas habitués ou une certaine forme de complexité dans ce qui se passe qui ne les prend pas pour des idiots. Voilà. C'était une très belle réponse. Très belle réponse, très intéressant la vision que vous aviez et ce parallèle avec vous-même en tant que lecteur, c'est plutôt intelligent. Diane, c'est à toi. Oui, en fait, j'avais deux questions et puis du coup, vous avez plus ou moins répondu en tout cas à l'une, notamment sur la partie enfant. Parce que c'est ce que je disais, hein, moi à la base, alors je ne vais pas faire de la pub, hein, mais je remercie Monsieur Santini de développer la culture BD à Issy-les-Moulineaux, parce que d'ailleurs, je crois qu'il vous accueille bientôt, et c'est grâce à lui, en un sens, parce qu'il met en place beaucoup de dispositifs pour les enfants autour de la BD et tout, que je vous ai découvert par hasard. En fait, j'ai pris une BD par hasard dans le centre où étaient nos enfants, et du coup, j'ai découvert ça. Et du coup, ils mettent ces BD à destination de 6-8 ans, des enfants qui ont 6-8 ans. Du coup, nos enfants ont ce même âge. Et pour autant, je leur ai lu le premier tome et elles accrochent énormément. Donc déjà, merci parce que en réalité, peut-être que tout le discours, en effet, peut-être que tout, on va dire, évidemment, toute la finesse de l'histoire, évidemment, les petits-enfants ne peuvent pas les comprendre, mais en tout cas, elles accrochent complètement à l'histoire générale et dire un petit garçon va chercher sa maman dans les étoiles. C'est tout bête et part dans une montgolfière. C'est juste magnifique. Mais alors moi, j'ai une vraie question parce que je vous ai connu au travers du Troisième Testament, qui a un univers évidemment beaucoup plus sombre. Et là, quand j'ai vu que c'était vous qui aviez écrit, dessiné et fait Le Château dans les étoiles, on était sur un dessin beaucoup plus, si je puis me permettre, enfantin, beaucoup plus innocent. Et du coup, justement, je voulais voir comment vous étiez passé de cette transition, parce qu'il y a l'aquarelle, il y a tout. Et en même temps, il y a ce côté, en effet, très Jules Verne, avec les magnifiques vaisseaux et autres, avec tous les dessins d'architectes. Enfin, comment vous avez fait, on va dire, cette bascule entre un univers qui est à la fois très sombre, et puis du coup, maintenant, qui est beaucoup plus, certes, accessible aux enfants, mais très innocent, vous voyez ce que je veux dire, dans la texture, dans les couleurs, dans le jeu du dessin. Je ne suis pas du tout une spécialiste, hein, mais c'est une question que je me posais. Voilà. Et puis encore une fois, merci parce qu'en réalité, c'est accessible pour les enfants. Je suis bien content, merci, effectivement. Je suis toujours content d'entendre quand ça accroche à cet âge-là. Et là, c'est super jeune, c'est chouette. C'est
C'est quelque chose qui est très naturel pour moi en termes d'évolution graphique, mais c'est vrai que je comprends que ce soit frappant à observer comme ça. En fait, c'est pour moi que le sujet appelle le traitement graphique, et c'est vrai que le Troisième Testament, c'était une histoire de mystère au Moyen-Âge autour de textes révélés. Ça ne s'appelle pas le Troisième Testament pour rien, voilà, enfin, d'histoires de Templiers et de voilà, toutes ces choses qui étaient euh, qui était, qui nous habitait à la fin du millénaire, et qui qui avait une ambiance très gothique en fait, donc qui appelait du mystère dans les ombres, et donc c'était composé en noir, il y avait beaucoup de noir, et on ne savait pas ce qui s'apissait dans le noir. Et sur le Château des Étoiles, c'est aussi une histoire avec du mystère, euh, et de la suggestion, mais le mystère est dans les nuages. Et en fait, j'ai vraiment pris une décision consciente, c'était de composer avec le blanc, faire vraiment l'inverse, et donc travailler avec l'aquarelle. J'ai plus de noir du tout. Le trait le plus sombre va être au crayon noir, mais en fait, il n'est pas vraiment noir, c'est pas de l'encre de Chine. Et donc, j'ai un rendu assez léger, et oui, qui allait avec le. Je sais pas, c'est un sentiment très éthéré, si je puis dire, euh, de ce à quoi les pages devaient ressembler, mais je voulais quoi? Je voulais qu'il y ait une légèreté, et oui, peut-être une naïveté dans le dessin et le trait, mais tout en gardant du mystère. Et c'est ce que m'apportait l'aquarelle. C'est-à-dire que ce que j'aime bien à l'aquarelle, c'est que il n'y a pas besoin de tout définir, et notamment, on peut laisser les fonds un peu indéfinis, et ça, j'adore ça. Et paradoxalement, c'est ce que je trouvais dans les illustrations de Jules Verne, qui sont en noir et blanc, et avec un noir et blanc très, très chargé, les gravures d'époque. Mais c'est qu'il y a un moment où on ne sait pas ce qu'on regarde exactement. Est-ce que c'est dans Voyage au centre de la Terre, est-ce que c'est le fond de la grotte, est-ce que c'est un ciel, est-ce que c'est des vapeurs, est-ce que c'est la mer, on ne sait pas. Et en fait, l'imagination est portée par ça. Et je trouve qu'en aquarelle, on peut avoir un petit peu le même effet de flou qui laisse l'imagination partir. Donc, c'était une manière de retrouver le même effet, mais avec des effets, avec des moyens complètement inverses. Voilà. Qui est extrêmement fort. Parce que si vous arrivez à vous adapter à chaque projet de la même façon avec autant de talent, c'est quand même quelque chose d'assez unique, de changer de style aussi facilement. C'est vrai que j'imagine, mais alors enfin, je suis pas obligé de constater que je vois pas beaucoup ça autour de moi, mais enfin, je travaille pour obtenir ce que je veux, mais enfin, pour moi, c'était inimaginable de faire le château avec la même technique que le Troisième Testament. Donc, je suis vraiment, c'est pas, enfin, voilà, voilà, enfin, C'est naturel. C'est ça me naturel. semble absolument naturel. Ça me paraîtrait vraiment bizarre de faire autrement, en fait. Ok. Emna, c'est à toi. Bonjour. Alors, merci pour votre travail. Moi, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, donc je suis désolée, il me reste encore 5 pages à lire et j'y arrive pas. Alors, je ne suis pas habituée, moi, à lire ce genre d'univers, de BD, de fiction fantasy, et c'est impressionnant. J'ai fait un trajet en métro parisien, j'ai failli louper mon arrêt à plusieurs reprises, et donc, en fait, on est dedans. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a impressionnée. Alors c'est vrai que c'était intéressant ce que vous racontiez sur la documentation. Et je me suis dit, mais là, il a une formation d'ingénieur, il a des formations de physicien. C'est assez impressionnant parce que c'est des techniques. Enfin, la documentation est très impressionnante. Alors ne venant d'aucun de ces milieux, moi j'y ai cru à fond surtout. Donc c'était très immersif comme documentation. Donc, moi, j'ai été très impressionnée par les qualités de ces univers, celui de l'éther,
les ingénieurs avec la mécanique qui rivalisaient avec les tonnes de mètres cubes de, je ne sais pas quoi, de calcul, moi qui voilà, m'ont laissé un peu admirative. Et puis aussi cet univers de Prusse. Enfin, moi, là, du coup, le roi de Bavière, je ne connaissais pas du tout. Et donc, bon, déjà, c'était pour, en tout cas, soulever ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, comment il a fait ça? Donc, je voulais avoir une question sur comment tous ces rebondissements, vous avez réussi à les intriquer, parce que vraiment, on ne lâche pas du tout. Et c'est vraiment un univers, moi, que a priori, je ne suis pas très portée dessus, mais j'ai été happée. Et donc, et là, quand je vois qu'il y a quand même beaucoup de tomes, comment ça a été construit, comment vous avez réussi à tout imbriquer les uns dans les autres, les petites aventures entre elles, les petits rebondissements, mais pour rester dans la grande histoire tout en tenant un propos plutôt cohérent. Voilà, ça c'était la première question. Et l'autre, alors peut-être qu'elle viendra quand même, mais c'est sur le côté couverture, elle est sublime et surtout touchée. J'apprécie beaucoup. Donc, je voulais savoir si vous aviez participé et comment elle avait été décidée, parce que ça en fait un bel objet en plus, quoi. Vous êtes à 5 pages de la fin de quel tome? Du premier, Ok. donc je suis très très loin. Euh, Oui, parce qu'Alex, justement, ce que je voulais dire, c'est que ce soir, il y a des lecteurs qui en sont au premier, qui en sont au cinquième, au sixième. On est tous enfin, pour certains sont à différents endroits de la série. Ok, oui, il faut me dire si je peux retourner dans le détail. Euh, merci pour vos compliments sur la série. Je tiens à préciser quand même que euh, je fais beaucoup de choses sur la série, mais en fait, je signe tout, notamment, mais en fait, je ne suis pas tout seul. C'est-à-dire que je fais le scénario et le dessin, mais en fait, bah, pour m'aider justement à crédibiliser cet univers, j'ai travaillé avec beaucoup de gens, notamment il y a une première parution sous forme de gazette pour chacun des albums, donc c'est des versions journal, j'en ai pas sous la main évidemment, qui sont en fait, bah, si, il y en a là, qui sont en fait accompagnés d'articles. Et en fait, qui vont parler un petit peu de l'âge de l'éther et de comment tout ça, ce qui se passe en fait autour de l'aventure des personnages. Et là, c'est rédigé par Alex Nikolavitch, qui est un écrivain et traducteur qui se met dans la langue et prend le ton de tous les journalistes. Ensuite, j'ai fait faire des maquettes par un maquettiste qui s'appelle Jacques Primo. J'ai fait faire des scaphandres. J'ai les scaphandres dans mon atelier, taille réelle. J'ai un blanc, un noir, j'ai les Prussiens et les Bavarois, par un atelier de costumes qui s'appelle les Vertugadins. Et puis voilà, donc le maquettiste, lui, qui fait les vaisseaux, c'est un spécialiste des premiers avions et des cuirassés de la fin du 19e. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, moi quand je lui envoie des dessins, il me rappelle, il me dit mais c'est quoi votre truc, ça tient pas, là, allez plutôt voir tel et tel modèle. Donc voilà. Donc c'est des gens qui m'ont accompagné sur, pareil, sur les costumes, c'est des vraies matières, voilà, donc ça c'est des questions de matière, de comment on fait, de comment c'est fabriqué, où sont les coutures, etc. Donc ça m'a permis de beaucoup crédibiliser le travail en travaillant avec justement tous ces gens. Sur le scénario, j'ai eu l'aide d'Alain Hérol sur le premier volume et puis sur toute la suite en fait, qui est un grand scénariste de bande dessinée que j'avais appelé à la base pour m'écrire la série, mais il n'avait pas le temps. Il travaillait sur un album qui s'appelle Les Indes Fourbes. Et en fait, quand il a fini, il m'a rejoint dans cet univers pour faire une deuxième série dans l'univers du Château des Étoiles qui s'appelle Les Chimères de Vénus. Mais en fait, là aussi, il relit tous mes scénarios. Donc,
voilà, je suis tout seul, mais on est plein en fait. Donc ça m'aide beaucoup à tout niveau pour mettre tout ça en place. Pour revenir sur la fabrication, il y a le maquettiste de la série qui s'appelle Benjamin Brard qui fait un travail absolument remarquable et je ne pourrais jamais m'en sortir sans lui. Et pour tout ce qui est fabrication, en fait, c'est mon éditrice Nadia Gibert qui m'a beaucoup suivi sur la réflexion, comment on fait. Moi, j'avais vraiment envie que les bouquins évoquent dans la forme les éditions Hetzel, les premières éditions de Jules Verne avec un toucher, avec des matières, avec quelque chose qui, qui, euh, voilà, qui évoque le rêve de ces livres-là, parce que je trouvais que ça collait à ce que je voulais raconter. Et là, c'est un travail de l'éditeur pour aller trouver comment on fait ça, en fait, concrètement. Et j'ai vraiment très, très reconnaissant qu'ils aient suivi et pas lâché sur ces aspects-là pour donner ce plaisir. Et c'est vrai que ouais, moi-même, quand j'ai reçu les bouquins pour la première fois, c'était tellement exactement ce que je voulais. J'arrêtais pas de Bah oui, prendre la couverture, de dire, ça ça, c'est restait la matière beaucoup que je trop voulais. la couverture comparée à des livres classiques, mais oui. Bah, merci. Ginny, c'est à toi. Et Marie-Glantine, juste après. Oui, bonjour. Alors moi, je vous remercie parce que je fais mon mea culpa, hein, donc je vous ai découvert grâce à Vli. Donc, du coup, j'ai feuilleté, comme la plupart des participants, le premier tome et puis j'ai fait une razzia à ma médiathèque pour avoir tous les tomes suivants. Donc, non, vous avez gagné une fan en plus. Voilà ma question. Alors, vous y avez déjà répondu un peu en partie. Moi, j'ai vraiment adoré ce côté un peu cinématographique, cette densité aussi du récit. Et en fait, au niveau de la mise en scène et de la diversité des dessins, je trouvais que les dessins étaient décomplexés, que les cases étaient décomplexées de toutes les formes. Il y avait énormément de poésie dans le graphisme. Et ma question, c'est par rapport à toute cette diversité de cases, de formes de dessin, c'est quelles sont vos limites au final? C'est au niveau de la cohérence du récit, au niveau de l'esthétisme. Voilà, ça nous fait décoller, mais en même temps, qu'est-ce qui vous arrête vous? Ah, Peut-être rien. J'essaye de euh, j'essaye de m'assurer qu'on puisse me suivre. Okay, ça marche. C'est peut-être c'est une préoccupation que j'ai, que n'ont pas tous les auteurs, y compris des auteurs que j'admire. C'est vrai que j'ai une je suis toujours en train enfin pas toujours, mais j'essaie de me projeter en tant que lecteur, en fait, d'écrire pour moi lecteur, ce qui est évidemment impossible, mais d'avoir ce recul, enfin pas permanent, mais régulièrement de faire un livre que j'aimerais lire. Là, il y a beaucoup de gens qui se contentent de faire des livres qu'ils aiment faire, ce qui est tout à fait respectable aussi. Hein, je sais pas voilà. Et voilà, donc je fais des storyboards complets de l'ensemble des livres avant d'attaquer les pages. Donc je fais ça, je laisse reposer, puis je vais le relire après. Et puis s'il y a des choses que je trouve compliquées à suivre, je vais essayer de les corriger. Je travaille aussi avec mon éditrice pour ça et mes petits camarades de la profession ou pas d'ailleurs, qui sont des victimes consentantes de mes premiers essais. Voilà, je dirais que ouais, je c'est pas je sais pas si c'est une limite ou pas, mais j'imagine que oui, il y a ce besoin d'emmener, de pas partir tout seul dans mon délire qui est peut-être quelque chose qui me retient inconsciemment, je sais pas.
Merci. Merci, ça se voit beaucoup. Merci. Marie-Églantine, c'est à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis une fan de la première heure. Moi, j'ai découvert le premier tome à sa sortie et du coup, j'ai reçu le 6 cet après-midi, je n'ai pas fini. C'était très frustrant de faire cette rencontre sans avoir eu le temps de le terminer. Je suis au moment de l'exposition, donc bravo parce que cette planche, j'ai cru qu'il y avait eu un défaut dans mon livre quand je l'ai... je me suis dit, ah mince, ça a été mal coupé, enfin, et c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Et non, quelle surprise. Donc merci pour cette planche que j'ai pris un temps dingue à regarder pour ces détails. Et, enfin, c'était somptueux. Et alors moi, je reviens il y a quelques temps dans la discussion. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je trouve je trouve beaucoup de Miyazaki dans vos dessins à l'aquarelle, au niveau de la poésie, au niveau de la douceur des couleurs, des tons, au niveau du personnage de Hans, cette rondeur peut-être un peu japonaise, enfantine, etc. Alors, j'ai toujours dit ça, j'ai relu mes chroniques de blog de l'époque. Déjà, tout de suite, ça m'avait marqué ce mélange Verne-Miyazaki. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était juste moi ou pas. Écoutez, je vais... Miyazaki, moi, j'ai grandi avec, sans le savoir, avec ses séries à la télé, Edgar, détective cambrioleur, Sherlock Holmes, et puis après, ces longs métrages à la fin des années 90, quand ils sont arrivés en France, début des années 90 d'ailleurs, Porco, je crois, Porco Rosso. Donc en fait, oui, je suis vraiment de cette... enfin voilà, c'est tout à fait une influence. Et en fait, quand j'ai parlé de ce projet à mon premier éditeur, Jean-Claude Camano, il m'a dit, bon, mais, tu parles en gros d'aéronautisme dans le centre de l'Europe, laisse tomber, la référence est absolument inévitable en fait. Donc, je n'ai pas fait d'effort pour la cacher. On traite les mêmes sujets, voilà. Et c'est clairement une influence. Et je vais vous dire en quoi ça a été la plus grande influence pour moi. La plus grande influence. Alors évidemment, ça se voit sur un tas de trucs. Hein. Moi, j'adore, je revendique. Le personnage de Hans est assez inspiré d'un de ses personnages moins connus d'une série que je vous recommande si vous aimez Miyazaki, qui est Conan, le fils du futur, qui est peu connu en France, qui est à mon avis sa meilleure série. Qui est disponible en français, hein, qui est passé sur je ne sais quelle chaîne à l'époque. Conan, le fils du futur, il y a un petit personnage là-dedans qui m'a fait le déclic. Je me suis dit, ah, il m'en faut un comme ça. C'est marrant parce que c'est un type de personnage qu'on retrouve chez plusieurs auteurs. Je ne sais pas d'où ça vient, ça doit être Tezuka sans doute, mais il y a des personnages un peu comme ça chez Matsumoto. Enfin bon, voilà, c'est un type de personnage qui correspond, c'est une espèce d'archétype que j'ai repris en essayant de lui donner une personnalité propre. Mais, C'est le seul c'est le seul qui a ce côté humoristique, hein, au final, dans la série. Dans les personnages principaux, oui. Après, dans les secondaires, de temps en temps, oui. Il y a les bretzels. Moins Il y a les bretzels, en effet. C'est quelque chose que j'aime bien dans la BD et qu'on ne fait plus trop, mais c'est le fait de pouvoir faire cohabiter des personnages avec des niveaux de stylisation différents. Et en fait, il y a ça dès Little Nemo, Winsor McCay, il y a ça chez Uderzo, il y a ça. Et je trouve qu'on ne le fait plus trop. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de ne pas trop le voir. En fait, moi, j'adore ça. J'ai fait ça dans Siegfried aussi. Et il y a des gens que ça rebute parce qu'ils disent, oh là là, mais non, laisse-moi à mon niveau de stylisation. Mais moi j'aime bien ça, de pouvoir avoir des écarts, de pouvoir avoir un personnage très beau, très réaliste, assez réaliste, d'avoir le roi qui va toujours être assez... oui, assez crédible, assez réaliste dans ses traits, et de pouvoir avoir un petit personnage beaucoup plus stylisé à côté. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est une des forces de la BD. On peut le faire en animation, mais sinon, c'est un des seules formes artistiques dans lesquelles on peut faire ça. Mais pour revenir sur Miyazaki, la plus grosse influence, en fait, pour moi, ça a été sur l'esprit, en fait. Ça a été sur le fait de se dire... ce que je vais être un peu négatif, mais moi qui suis très amateur de fantasy et de ce genre d'univers, j'ai été complètement dégoûté par la production, notamment anglo-saxonne, où depuis la découverte des effets spéciaux numériques, mais ils ne peuvent plus balancer
des shows avec une maestria technique d'ailleurs absolument invraisemblable, mais dans lesquels je trouve qu'il n'y a plus de magie. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est plus possible. On peut plus comment émerveiller un public, même un public enfantin, avec du merveilleux plus en retrait, plus en retenue en tout cas. Et j'en étais à désespérer du genre, me dire, bon, bah, on ne peut pas passer après, je ne sais pas lequel citer, mais après Avengers 42, n'en jetez plus. Et en fait, bon, il n'y avait pas Avengers encore quand j'ai commencé le château, donc ça devait être, je ne sais plus quel déluge d'effets spéciaux il nous proposait à l'époque. Mais en fait, c'est Miyazaki qui m'a sauvé, en fait. Parce que je crois que c'est Pogno qui devait sortir à ce moment-là. Et c'est le rappel qu'en fait, non, on peut faire des récits basés sur le merveilleux, en fait, dans lequel le merveilleux est pas. Et c'est la base du récit. On n'a pas besoin d'avoir. Enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un déluge d'effets spéciaux pour que l'émerveillement soit là. Et ce qui est pour moi le plus important peut-être, c'est que le public, particulièrement le jeune public, n'est pas blasé. C'est-à-dire qu'on peut lui balancer du Star Wars et du Avengers et en fait retrouver quand même le plaisir de Totoro qui marche sur tous les enfants du monde. Voilà, on est au fond du jardin et puis une drôle de bête qui ressemble à un lapin qui arrive et ça explose toutes les marveleries du monde en termes de sense of wonder et voilà, de découverte d'un coup d'un univers merveilleux avec rien. Bon, voilà. Et je dis pas ça pour dire que moi je fais rien, je fais quand même des vaisseaux qui vont dans l'espace, hein. Mais j'essaye de le. Voilà, ça a été surtout la plus grosse influence, c'est de dire ouais, on peut encore faire un récit essentiellement basé sur le merveilleux et il n'y a pas besoin forcément d'un méchant. J'amène pas, enfin voilà, il n'y a pas de méchant avant super longtemps dans le Château des Étoiles. Et ça carbure avant tout au merveilleux, même s'il y a une intrigue qui, bon, j'espère, qui se complexifie. J'espère qu'il ne devient pas trop complexe au bout d'un moment, mais le moteur de l'histoire, c'est quand même, ouais, allons voir ce qu'il y a sur la planète suivante et allons voir ce qu'il y a derrière et prenons le temps pour le faire. Voilà. Donc ça a été ça. Merci, Monsieur Miyazaki. Et j'attends le suivant avec impatience. Avant de passer la parole à Nathan, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Voilà, donc préparez-vous, mettez vos albums en évidence parce qu'ils sont somptueux. 3, 2, 1. C'est parfait, merci. Nathan, c'est à toi. Bonsoir à tous et bonsoir Alex. Merci déjà pour cette série qui est juste incroyable. C'est vraiment une des séries qui me touche le plus, que ce soit par l'aventure, l'époque aussi, et surtout le dessin, c'est ce qui moi me parle le plus et ce que je trouve incroyable. Et en fait, moi, ce qui m'intriguait, c'est la capacité que vous avez à réaliser des choses très complexes sous des angles très différents, comme par exemple le château ou les vaisseaux et tout ça. Vous avez un petit peu parlé que vous aviez je cherche le terme, les tenues, quoi, voilà, réelles. Du coup, est-ce que vous avez d'autres objets comme ça qui vous servent justement, soit des maquettes du château, de l'Éternel ou autre, pour réaliser des planches? Parce que c'est très complexe et vraiment, ça m'épate beaucoup. Voilà. Il me semble même que l'Éternef a été planifié par vous. Oui, planifié. Oui, j'ai fait les plans et en fait, j'ai d'autant plus dû faire les plans que j'avais un maquettiste derrière en fait, c'est intéressant parce que c'est un maquettiste qui aime bien Jules Verne, mais qui bosse essentiellement sur des modèles réels de véhicules qui ont existé. Donc, en fait, il y a une exigence en termes de précision des plans qui est énorme et qui fait que moi, j'ai dû pas complètement m'aligner, je pouvais pas, j'ai pas le niveau, mais en tout cas, aller assez loin dans le détail de la conception. Et du coup, les maquettes m'ont beaucoup aidé. J'ai une masse de documentation assez importante en termes d'iconographie. Donc, il y a pas mal de choses que je peux
que je peux utiliser, j'ai des catalogues d'exposition universelles. Donc, je n'ai pas utilisé celle-là précisément, mais il y en a pas mal que j'utilise. Pour les vaisseaux, j'ai effectivement les maquettes. Pour le château, je dois avouer, j'ai une maquette papier, mais j'ai jamais eu le courage de la monter. Donc, j'ai utilisé beaucoup les photos que je prenais sur place. Et après, j'utilise aussi du modèle 3D, mais que j'utilise surtout sur les... Mais d'une manière générale, mais alors c'était particulièrement vrai sur le château. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai systématiquement composé les cases de tête, parce que je connais assez bien. Enfin, le château, j'y suis allé enfant, puis j'y suis retourné vraiment l'examiner sur toutes les coutures quand je préparais le premier volume. Et en fait, je l'ai en tête, donc je suis capable de le dessiner de tête. Et puis, donc, je le dessine de tête. Et puis après, je vais voir le modèle 3D, puis je m'aperçois que ce n'est pas du tout ça, en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bosser, en fait, mon assistant sur des vues qui, en fait, sortent de ma tête et sont intégralement subordonnées à la manière dont je le vois. C'est-à-dire que si vous regardez vraiment le château, je ne devrais pas dire ça, hein, mais si vous regardez vraiment le château, en fait, il n'est pas 100% cohérent. C'est-à-dire que en fait, les tours bougent. Sur un certain nombre de vues en perspective, en fait, il y a plusieurs points de fuite. Il y en a un pour le haut et un pour le bas. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que à mes yeux, il est plus crédible comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours une vue subjective, c'est jamais une vue justement 3D mécanique. Il est complètement, il est totalement passé par la manière dont je le vois. Et notamment sur les perspectives, ça a l'air construit. En fait, c'est construit, mais c'est juste que et je pense que pour moi, à mes yeux, c'est beaucoup plus réel. C'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on regarde, la perspective va s'aligner dans un endroit puis dans l'autre. Et l'idée, évidemment, je pense que je ne devrais pas le dire, c'est que c'est censé être invisible. Mais en fait, il y a une subjectivité dans tous les dessins, même de volume. Et je fais pareil pour les vaisseaux, c'est-à-dire que même si derrière c'est alimenté par les maquettes, par les modèles, voilà, je plie toujours quand c'est toujours plié à mon ref en fait. Je fais vraiment attention de composer les choses avant d'aller chercher la doc pour justement pas être esclave de la réalité, mais rester dans le fantasme de ce que sont ces objets et de ce que sont ces lieux. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Alors, j'espère ne pas prendre la question d'Isabelle, mais il fallait que je la pose. Comment on tient un projet sur 7 ans? C'est quand même énorme, 7 ans. Comment vous tenez au niveau de la technicité du dessin, de l'envie? Est-ce que vous êtes à un moment donné lassé de cette série? Et surtout, maintenant, comment se passe la fin de l'aventure avec ce tome 6, qui est sorti là récemment, fin septembre, quand vous avez tout simplement abandonné les personnages, même s'il y a le fameux spin-off Les Chimères de Vénus dans un autre style et avec un dessin différent. Mais comment vous vivez cette fin d'aventure? Est-ce que c'est déjà une fin d'aventure? Peut-être qu'il y aura quelque chose de différent ou en tout cas de prolongé plus tard. Mais comment vous le vivez? Mais je pense que c'est le super pouvoir des auteurs de BD, c'est d'avoir une idée et puis d'être capable de tenir des années, des années bon, pas exactement la même idée, mais en tout cas sur une impulsion de départ, parce qu'on est sur, c'est une série en bande dessinée, on n'est pas très nombreux à la faire, on n'est pas à la télé, donc donc on va être 2, 3, donc forcément ça prend un peu de temps. Et effectivement, pour moi, c'est une vraie question, comment garder intact l'envie de départ et l'énergie et la foi dans le récit. Et voilà. Alors, je vous avoue que j'avais laissé une porte de sortie à la fin du tome 2.
parce que notamment graphiquement, je savais que j'avais envie de raconter cette histoire, j'avais la fin, j'avais un développement en quatre diptyques, mais je n'étais pas sûr que ça me plairait au dessin, parce que c'est quand même un univers assez, qui peut paraître assez ingrat graphiquement, parce que c'est le 19e et que c'est ultra chargé, et c'est beaucoup d'archis, et c'est beaucoup de choses un peu contraignantes à construire. Moi, je sortais d'un récit qui se passe dans la forêt avec 3 personnages, et où il n'y avait que les choses que j'aime dessiner, et là, je me disais, oh là là, est-ce que ça va pas être... voilà. Donc, je m'étais laissé une porte de sortie à la fin du 2, la série pouvait s'arrêter à la fin du 2, jusqu'à la dernière page, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais il y a une relance. Donc, spoiler, ça ne se termine pas au tome 2. Mais on peut quelque part sortir de la série-là. Il y a une première fin. Et puis, en fait, je me suis évidemment régalé non seulement à concevoir, mais aussi à dessiner tout ça. Et comme je suis aussi dessinateur, je voulais aussi quelque part m'assurer de jamais m'ennuyer. Et c'est pour ça aussi, ça allait bien avec cette histoire, parce que c'est une histoire de découverte, et donc on change d'environnement en permanence. Et comme la technique en plus est nouvelle, non seulement pour moi, mais en plus c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment vu ailleurs, donc je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur le tome 3 et qu'ils arrivent en Bretagne, en gros, il y a la mer, et maintenant, la mer, moi, je ne sais pas comment on fait avec cette technique, donc il fallait trouver, donc c'est intéressant. Après, bon, je ne vais pas commencer à spoiler, mais enfin, en même temps, les spoilers sont dans les titres, ils vont sur d'autres planètes, quoi. Et du coup, il va y avoir des environnements complètement nouveaux. Et puis là, tome 5, la terreur, c'était le retour à Paris, parce que là aussi, c'est dans le titre. C'est comment faire de l'architecture haussmannienne avec une technique aquarelle assez légère. C'est compliqué, mais c'est des défis à chaque fois. Donc, en fait, la série est restée fraîche pour moi. Et puis, voilà. Donc, il y a une fin, il y a une porte de sortie au tome 6. C'est une fin, c'est pas la fin. La fin, je l'ai en tête depuis un moment. Donc, il y aura d'autres albums, je ne sais pas quand exactement, mais qui vont là aussi changer encore d'environnement. Et j'ai les envies qui se bousculent sur exactement ce qui va se passer. J'ai une trame depuis le début de façon pour l'ensemble, mais c'est vrai qu'à chaque fois je me laisse une certaine liberté. Je me dis, à chaque album, début d'album, je me dis, laissons arriver ce qui voilà. Et j'ai des surprises, notamment parce que les personnages sont de plus en plus autonomes et ont de plus en plus de caractère, donc ils ne vont pas toujours là où j'avais prévu. Mais c'est chouette, du coup je me laisse l'opportunité de les suivre. Donc voilà, tout ça me rafraîchit à chaque album. Donc, jusqu'ici, ça va. Sacrée nouvelle. Belle nouvelle. Belle nouvelle de savoir que ce n'est qu'une fin et non pas la fin. C'est très bien. Donc les personnages vont continuer de vous habiter encore quelques temps. J'espère. Terry, c'est à toi. Pardon, autant que je trouve comment activer mon micro. Bonjour, merci beaucoup pour cette rencontre déjà, de vive voix. Alors moi, j'ai pris connaissance en fait de cette série parce que quand je suis arrivée à la librairie où je travaille, mon collègue qui est un fan absolu de BD m'a dit « Il faut que tu lises cette série. Tu es libraire jeunesse, tu verras, c'est pas jeunesse, mais ça passe, c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure, dans les commentaires notamment avec certaines personnes et en même temps ici, une discussion qui est fascinante mais sur laquelle je ne m'attarderai pas parce que sinon je vais parler genre 8 ans et demi. Et il m'a dit, il faut absolument que tu lises ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai vu les dessins, je me suis dit, l'aquarelle, mon Dieu, c'est magnifique. En plus, il y a cette espèce de jeu avec les traits de construction au crayon rouge, que moi j'ai trouvé géniaux. Franchement, c'est du génie. Et du coup, la question que je pose, c'est pas moi vraiment qui la pose, c'est mon collègue qui n'a pas pu être là ce soir, parce que je lui ai dit, il y a un live ce soir avec Alex Alice. Il m'a dit, non, tu déconnes et tout. Donc il m'a dit, tu lui demanderas. Et après, c'est-à-dire que lui, c'est un gros fan du Château des Étoiles. Le tome 3 de Siegfried sort demain, si je ne m'abuse. Et il a lu le Troisième Testament et il m'a dit, et après, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on reste sur le Château des Étoiles? Donc la réponse est un peu oui. Est-ce qu'on retourne un peu sur le Troisième Testament? Est-ce qu'on continue sur Siegfried? Ou est-ce qu'il y a des projets totalement différents qui attendent? Voilà, c'est ma question, c'est et après? Eh bien, je ne sais pas exactement.
Le top 6 était un gros boulot pour toutes les raisons effectivement de sujets dont on a parlé tout à l'heure. Donc, sur le Troisième Testament, on n'a pas de projet. Moi, Xavier, qui à chaque fois a eu les idées, qui ont fait les séries, la première, la deuxième série, pour l'instant, il n'est pas revenu avec une nouvelle idée, mais voilà, c'est Xavier d'Horizon, il en a beaucoup, donc je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, on ne travaille pas dessus. Et bon, je serais surpris qu'il y ait quelque chose qui arrive, mais bon, voilà, moi, je ne sous-estime pas Xavier. Siegfried, oui, donc c'est ma série précédente, et Dargo est en train de terminer la réédition des 3 tomes, donc avec le troisième qui arrive là. Pour le coup, c'est vraiment une histoire bouclée, et voilà, c'est une histoire très, très ambitieuse qui commence avec le début du monde et se termine avec la fin. Et je voulais c'est une espèce de résumé de moi, tout ce qui m'intéresse dans la mythologie nordique, et j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. Et j'ai pas d'autre chose à ajouter. En revanche, sur le château, il y a, au-delà de la BD, il y a une expo qui arrive à la fin du mois aux Utopiales à Nantes, qui est un formidable festival de science-fiction que je ne saurais trop vous recommander. Donc, il y a une nouvelle expo. On a déjà fait 2 autour du Château des Étoiles, et ce sont des expos sur lesquelles on essaie justement de montrer un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers, et de montrer les maquettes, montrer les scaphandres, montrer tout ça. Donc là, je suis là-dessus. Et après, je réfléchirai à ce que je fais immédiatement après. Mais là, j'ai bien enchaîné, et l'expo va être, je pense, encore assez exigeante jusqu'à la fin du mois pour essayer de montrer le maximum de choses. Donc voilà, je suis encore dans les étoiles là-dessus, même si l'album est fini. En sachant d'ailleurs que vous n'êtes qu'en 1870, 73, 74, donc vous avez encore beaucoup de marge. En réalité, il y a quand même un pan de l'histoire entier qui s'offre à vous pour le Château des Étoiles. Et surtout, l'univers du 19e, oui, le système solaire du 19e siècle a encore des possibilités vraiment gigantesques. Voilà, donc, mais bon, voilà, je sais pas exactement combien d'albums je ferai. J'imagine que c'est 2, mais je suis pas. Voilà, je me suis jamais fixé de limite précise. Je suis très impatient de voir la suite des Chimères de Vénus. Et surtout, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans cet univers, au-delà de l'histoire en BD de Séraphin et de sa famille. Et je pense que je vais me laisser un peu le temps d'exploration graphique, et on va peut-être en faire quelque chose l'an prochain, mais ça, c'est encore dans les tuyaux. Donc, je ne peux pas encore trop vous en dire là-dessus, parce que les choses ne sont pas très arrêtées. Très bien. On notera quand même qu'il y a eu beaucoup de compliments ce soir. Si une personne n'aime pas le travail d'Alex Alice, qu'il se dénonce immédiatement, parce que là, ça fait beaucoup de compliments. Profitez-en. J'en profite. Profite des compliments. Après, s'il y a des gens pas contents, allez-y. Hein. Alors, je vous avais sorti des choses. Évidemment, j'aurais dû les montrer pendant qu'on en parlait. Ça aurait été mieux, mais c'est du travail de recherche sur les personnages. Alors, c'est pas très. C'est le nouveau personnage de la journaliste qui est là depuis le 5, mais qui en fait est là depuis le début pour ceux qui suivent la Gazette, parce qu'elle a signé la moitié des articles. On a dit le costume de Sophie pour le 5 et le 6. Voilà, costume. Voilà, c'est pareil, c'est essayer de tourner un peu autour. C'est basé sur un costume réel, je ne sais plus d'où je le sors, mais. Voilà, j'aimais bien le chapeau, mais il était impossible à rentrer dans les cases, parce qu'en fait, il y a pas mal de cases dans le Château des Étoiles, et au bout d'un moment, avec ce chapeau-là, le visage devient trop petit, on n'arrive plus à dessiner les traits de manière reconnaissable. On rappelle que ce cahier de croquis n'est pas à vendre, donc n'espérez pas.
Il y a des recherches couleurs, parce que comme effectivement tout est fait en couleur directe sur la même page, il y a certaines pages où je sais à peu près où je vais, mais là c'était une page assez spectaculaire du 5 et voilà, le dessin prenant un certain temps, j'ai pas envie de me planter complètement sur les couleurs, donc je fais une recherche, une ou plusieurs recherches d'ambiance avant de trouver le truc. Ça aussi, c'est une double page du 5. Spoiler, spoiler, spoiler. Voilà. Et pour vous donner une idée aussi, hop, ça c'est les pages originales. Donc vous voyez, ça ressemble exactement à ce qu'il y a dans les albums. Alors je fais ça sur c'est du papier aquarelle, mais qui est contre-collé. Donc ça fait un support rigide et je fais tout dessus. Je commence par les textes et puis après je fais le dessin et puis après la couleur. Mais en fait, vous voyez, j'ai sous les yeux quand je travaille exactement ce qu'il y aura dans les albums. Ça me permet de faire un réglage graphique assez fin parce que j'ai tout sous les yeux, quoi. Donc, le texte notamment, ça participe beaucoup à la composition d'une page. Donc, j'ai besoin, moi, de l'avoir sur la page pour savoir exactement quel espace graphique ça va prendre. Et puis aussi pour régler les expressions des personnages. Moi, j'ai vraiment besoin de ça, de savoir exactement qu'est-ce qu'ils disent avant de faire le dessin pour que l'expression corresponde. Et voilà, ça, c'est du tome 6. Voilà à quoi ça ressemble quand je suis dessus. Magnifique. Merci de nous partager cela, Alex. Isabelle, c'est à toi. Bon, alors désolée parce que en fait, c'était surtout un minuscule commentaire qui tombe maintenant complètement décalé par rapport au moment. Mais c'était mon commentaire, c'était par rapport au château qui n'a pas forcément des proportions, mais qui paraît plus réel. Du coup, c'était juste pour rappeler que l'Odalisque est un tableau extrêmement célèbre par rapport à ça, où elle a une position physiologiquement impossible et où elle a des vertèbres en trop. Sinon, et en fait, c'était volontaire parce que sinon ça ne rendait pas bien. Voilà, bon, voilà. Donc mon commentaire est totalement décalé, désolé. Et du coup, j'ai quand même une question entre deux. C'est est-ce que c'est vous, du coup, comme je vois vos planches avec les textes dessus, c'est vous qui écrivez aussi, c'est vous vous êtes votre propre graphiste sur vos planches? Oui, malheureusement, je suis gaucher, donc j'ai beaucoup de mal. Donc, si vous regardez avec attention sur les originaux, quasiment 6, je pense pas que ça passera avec la résolution de la caméra. Ils sont quasiment tous refaits, en fait. C'est-à-dire que je travaille avec et puis, en fait, ils sont tous sur En fait, ils sont en dessous, mais ils sont tous sur du scotch parce que je suis jamais content et donc je les fais et je les refais à la fin. Vous voyez, parce que l'écartement des lettres n'est pas le bon, donc voilà, les verticales sont pas verticales parce que je suis gaucher, donc j'ai la main qui est n'importe où. Voilà. Mais oui, mais je trouve que ça partie. Enfin, j'aime pas mon lettrage, comme beaucoup de dessinateurs, surtout les gauchers. Mais en fait, je trouve que ça participe au caractère de la page. Ceci, je le trouve tellement moche que je me demande si au bout d'un moment, on va pas aller faire une typo et faire quelque chose qui danse un peu moins parce que j'ai quand même honte de mon lettrage et à un moment les typos numériques sur le lettrage BD me sortaient vraiment des yeux. Je supportais pas ça et je veux dire que je m'y suis habitué et je pense qu'il y a un certain lectorat qui grandit avec ça, qui connaît pas autre chose et je pense que ça peut commencer à devenir un frein. Et comme je trouve mon lettrage vraiment moche, voilà. Mais pour l'instant, je n'arrive pas à m'y résoudre. Donc, je ne sais pas, ce serait une discussion à avoir avec mon éditeur. Alors, personnellement, je ne ferai pas partie de ceux qui vont vous critiquer ce soir, hein, parce que alors, moi, j'ai découvert du coup la BD et je l'ai reçue qu'aujourd'hui. Donc, je me suis plongée dedans et mon mari m'a dit, non, mais c'est bon, c'est pas tout de suite ta rencontre. J'ai fait, ouais, non, mais non, c'est vachement bien en fait. Et je me suis interrogée sur le graphisme parce que effectivement, je trouvais que c'était très original pour un graphisme de BD. Et moi, je trouve que c'est une force. Voilà, changez pas forcément. Tant mieux, merci. J'espère que c'est vrai, honnêtement, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je regarde mes lettres, je me désespère. Donc... Après, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, donc c'est vraiment un ressenti totalement émotionnel et pas du tout objectif. Mais voilà, donc, en tout cas, ça interpelle. Donc, Bon.
Alors, j'ai une question, Alex, alors plus personnelle, je ne sais pas, mais j'aimerais savoir si vous êtes donc vous avez fait une uchronie, si dans votre vie il y avait à un moment donné un moment qu'il aurait fallu changer. Donc une uchronie, un moment, un changement de cap. À quel moment ça se serait fait, s'il y en avait un évidemment, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, un événement de votre vie professionnelle, personnelle, si vous voulez en parler bien sûr, mais quelque chose que vous pourriez en tout cas refaire, changer en tout cas. Pour avoir un meilleur résultat, ah oui, ça, j'en ai fait des bêtises. Euh, euh, non, en dehors des gens à qui j'ai pu faire de la peine et où j'aimerais bien effectivement corriger, mais non, sur les grands choix ou sur ce qui aurait pu arriver, j'avoue, je me suis jamais vraiment posé la question. J'essaie de pas trop regarder en arrière quand même. Euh, non, à un moment, j'ai monté un projet de long métrage d'animation sur Siegfried et je pense que c'était vraiment quelque chose qui avait un gros potentiel. Et je regrette qu'on n'ait pas pu le faire à l'époque où on pouvait encore le faire en 2D, c'est-à-dire en animation, en vrai dessin animé, pas sur ordinateur. Et, et l'époque est passée, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est en train de revenir parce que c'est une manière de faire qui est de faire des films qui, pour moi, est immortel. Pendant quelques années, parce que les Américains ont commencé à faire que ça, on a abandonné le truc, mais en fait, on est en train d'y revenir. Et il y a un niveau de qualité dans l'animation 2D à la main en France qui est formidable. Et donc, ouais, j'espère pouvoir faire des belles choses avec ce médium que je trouve absolument génial. Voilà. Team 2D, moi aussi. Pour le coup, on parle justement d'adaptation animée. Est-ce que quelque chose est prévu pour le Château des Étoiles ou les Chimères de Vénus? Est-ce qu'il y a un potentiel? Alors, le potentiel est encore plus évident pour les Chimères de Vénus parce que là, le dessin d'Étienne Young est extrêmement animé. Ça, c'est une évidence. Mais j'aurais bien voulu voir une 2D sur de l'aquarelle. Est-ce que c'est envisageable ou pas forcément? C'est envisagé. C'est envisagé, c'est encore mieux. Ouais. Non, oui, comment dirais-je, moi j'ai beaucoup pensé aux Mystérieuses Cités d'Or quand j'ai fait la série, ça fait partie des influences. Et voilà, moi je suis très amateur d'animation, vous l'aurez compris, mais voilà, il faut que les choses soient bien faites. Donc, voilà, mais oui, il y a voilà, Il les touche. il y a des possibilités. Très bien. Très bien. Mais je veux que voilà, je veux que ce soit. Voilà. Vous avez peut-être compris que je suis un petit peu exigeant. Donc, voilà, j'examine les choses avec attention. On en est ravis. Peut-être une dernière question, si personne d'autre n'en a, c'est sur l'imbrication des personnages dans votre œuvre, puisque Séraphin était peut-être pas forcément le personnage principal. J'imagine que oui, mais il était peut-être plus esselé. Comment s'est imbriqué justement son équipe autour de lui? Comment vous avez choisi ces personnages? Est-ce que vous les avez décelés au départ avec leur propre caractère, avec une sorte de prisme avec des caractères différents, avec des genres différents? Comment s'est passée cette imbrication de personnages? Déjà, il y a deux groupes de personnages. Il y a des adultes et des enfants. Donc, effectivement, on voit essentiellement la série par les yeux des enfants, mais il y a tout ce groupe de personnages adultes. Moi, je voulais absolument rentrer dans le récit avec un enfant parce que je voulais cette arrivée au château qui soit au même âge, avec le même regard que moi j'avais quand je suis allé pour la première fois au Neuschwanstein. Après, je me suis demandé si
À un moment, j'ai pensé à le typer différemment, pas forcément avoir voilà, ce personnage-là, pas forcément avoir le. J'ai pensé à faire une fille, mais en fait, je me suis dit que j'allais parler de suffisamment de choses que je ne connaissais pas de première expérience, comme le 19e siècle, les dernières cours d'Europe et la vie sur Mars, et que c'était bien pour moi de pouvoir projeter une expérience directe, voilà, d'avoir au moins sur un certain nombre de choses, des choses que je ne devrais pas projeter et qui sonneraient plus juste parce que ça correspondrait à une expérience personnelle. Donc, du coup, j'ai gardé un petit garçon. Et puis, je voulais évidemment, du coup, c'était une fille de l'autre côté, de manière un peu bête et évidente, mais voilà. Et puis, en fait, le gros déclic, ça a été sur le personnage de Hans. Et en fait, j'ai plus ou moins reconstitué les choses à partir de mes souvenirs d'enfance et de mes copains de cette époque. Donc, c'est ouais, assez. C'est des parties où j'ai beaucoup puisé sur mon expérience et mes souvenirs, voilà, au niveau des caractères, des interactions, des dynamiques de groupe. Voilà, mais c'est vrai que c'est le personnage de Hans, ça a été le dernier personnage que j'ai ajouté dans la série. Ça m'a tout débloqué parce qu'en fait, avant, j'avais un problème qui était que je voulais constamment garder un regard enfantin sur le récit. Or, je savais que je voulais faire grandir les héros. Donc, pendant longtemps, Sophie était la petite sœur de Séraphin. Et puis, en fait, du coup, j'ai été plus jeune, donc j'avais ce personnage qui gardait le regard enfantin. Et puis, en fait, j'ai fini par comprendre qu'en fait, il me fallait un trio parce que ça fait des interactions beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus chouettes. Ça rebondit dans tous les sens et ça me permettait de garder ce personnage en fait, qui apporte qui va garder en fait, tout au long du récit la naïveté de l'enfance et le regard enfantin. Voilà. Et j'avais besoin ouais, de le sortir comme ça. Voilà. Et je m'excuse, en fait, ces choses-là se font assez intuitivement, on cherche, on finit par trouver. Alors, j'ai tendance à pas mal. J'ai fait des biographies pour tous les personnages une fois que je les avais identifiés, donc je sais tout sur eux. Mais à partir de là, dont des choses, c'est marrant, qui ressortent un peu qu'on ne voit pas, en fait, qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas dans la série, mais qui ressortent dans certaines réflexions. En fait, il y a des choses que Sophie va dire à Hans. Moi, je sais pourquoi elle les dit, mais en fait, si on lit la série, on ne peut pas le savoir. Mais je trouve que ça fait qu'il parle. En fait, je me pose quasiment jamais la question. Ce qu'ils vont dire, je les connais, je les connais. Ils existent en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer, c'est plus facile. Voilà. Très bien. Alexandra, et après je poserai ma dernière question. Il faut juste allumer le micro. Ouais, c'est bon. Parfait. Bonsoir à tous. J'aurais juste une question pour revenir au début sur les influences que vous pourriez avoir, les références au niveau des auteurs peut-être de l'imaginaire. Alors, je vais en oublier, mais en fait, moi, je suis assez amateur, je pense que vous l'aurez compris, d'imaginaire. Donc, après, c'est parfois difficile de savoir ce qui a fait une influence directe parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes. C'est même assez marrant de voir des choses qui ressortent. Et encore, je ne vais pas du tout voir, mais c'est régulièrement de dire je viens d'avoir une super idée, c'est top! Et de se rendre compte, soit 2 minutes après, soit parfois des années après, une fois que c'est publié, que en fait,
Voilà, par exemple, j'étais très content de ma scène de feu d'artifice à la fin du tome 1. Bon, enfin, je ne vais pas trop spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais enfin, voilà, il y a une scène de feu d'artifice dans une salle du trône pour faire une diversion. Je suis c'est super, formidable, extraordinaire. Et en fait, c'est une scène que j'ai totalement pompée dans le château de Cagliostro, qui est un des premiers longs métrages, si pas le premier long métrage de Miyazaki, qui est extraordinaire. C'est un des plus grands films d'aventure du monde, à mon avis. Et il y a la scène texto. Je ne me rappelais plus qu'elle était là, alors j'ai vu le film des dizaines de fois. Donc ça a dû m'arriver un paquet de fois. Sinon, dans les auteurs de l'imaginaire, moi, le côté rétro-futuriste, j'ai été très marqué. Enfin, ma découverte de ce jeu. Enfin, je connaissais Jules Verne, mais je ne savais pas qu'on pouvait créer ce genre de récit aujourd'hui. Ça a été avec Les Cités Obscures de Scoyton et Peters, qui est une série de bande dessinée très étonnante. Avec un univers parallèle complet qui va aussi chercher sur le début, fin du 19e, début du 20e siècle. Après, mon Dieu, oui, il y en aurait beaucoup. Moebius a été une influence majeure. C'est pas extrêmement original dans ma génération. Voilà, je vais être sec alors qu'il y en a des milliers, mais je suis allé beaucoup explorer la littérature fantastique et de science-fiction française, sauf que ça ne s'appelait pas la science-fiction à l'époque, mais tout ce qui tourne autour du merveilleux scientifique. Maurice Renard, un texte de science-fiction absolument incroyable de Rosny Aîné, l'auteur de La Guerre du Feu, qui a fait un récit de SF, enfin il en a fait plusieurs, mais un qui est incroyable, qui s'appelle Les Navigateurs de l'Infini, qui est sur des explorateurs qui arrivent sur une planète, je ne sais pas si c'est pas Mars d'ailleurs, et dans lequel il y a des formes de vie entièrement différentes de ce qu'on connaît sur Terre, une forme de vie minérale et une forme de vie intelligente végétale. Et en fait, le héros va tomber amoureux d'une extraterrestre qui est en fait une fleur, avec des sens différents, une manière de s'exprimer différente, enfin, une espèce de recherche de l'absolue altérité. Et c'est très émouvant, c'est très beau, et c'est une imagination incroyable, et beaucoup plus et c'est le début 20e, c'est fou hein, de ce qu'on a eu et qui a été un peu oublié et que moi je redécouvre avec le web, avec les gens qui ressortent ça. Il y a du beau travail d'édition, il y a eu un colloque il y a 2 ans sur le thème avec plein de passionnés de ces littératures de SF anciennes et souvent françaises. Il y a aussi je les ai cités au début du tome 4, je crois, dans mes influences sur Mars, Gustave Le Rouge avec 2 romans feuilletons complètement dingues. Le prisonnier de la planète Mars, suivi de la planète des vampires, dans lequel le héros part sur Mars grâce à la puissance combinée d'un millier de yogis qui l'envoient sur Mars par la puissance de la pensée. Et c'était un projet surréaliste, et c'est de la SF visionnaire avec des visions d'imagination qui ferait pâlir de tout ce qu'on fait à Hollywood en ce moment, et voilà, et un sens du merveilleux, je trouve absolument fou, et avec voilà, tout ça, c'est très très beau, c'est français, c'est dans notre patrimoine, et ça vaut vraiment le coup d'aller rechercher ça. Et je continue à chercher ces auteurs-là. Il y a un romancier et scénariste français qui s'appelle Serge Lehmann, qui a pas mal œuvré aussi pour leur découverte de ces univers-là. Voilà, je suis encore là-dessus, à essayer de trouver les textes de cette époque-là pour retrouver une certaine une saveur assez inimitable. Et nostalgique.
Merci. Pas forcément, parce qu'en fait, c'est des choses que moi, je n'ai pas connues enfant. Donc, pour moi, c'est une découverte. Et l'univers qui est dépeint est pas. C'est sûr que quand ça commence dans des salons fin 19e sur des fauteuils capitonnés avec la fumée de cigare, c'est toujours plus sympa. Mais bon, assez vite, on part dans des univers complètement fous. Et c'est. Voilà, donc c'est pas. Disons que je trouve ça chouette d'être dans la génération Star Wars et de se dire que, ok, mais disons que Star Wars a tellement tout bouffé dans l'imaginaire de SF spatial qu'en fait, c'est chouette de se rappeler qu'il y a d'autres choses bon, évidemment, il y a plein d'autres choses de contemporains, hein, mais je trouve qu'il y a il y a Notre atmosphère. quelque chose de frais en fait dans cet imaginaire spatial de cette époque-là enfin, voilà, que moi je suis content de trouver et de découvrir aujourd'hui en plus et qui continue à m'alimenter sur ce que je fais pour essayer justement de garder des étoiles dans les yeux et de ne pas être de garder cet émerveillement fondamental sur tout ça. Alors, vous avez été influencé souvent, mais maintenant vous êtes influenceur avec les Chimères de Vénus. Comment vous êtes intervenu? Donc, on rappelle que c'est un spin-off d'Alain Hérol et d'Étienne Young. 3 tomes sont prévus. C'est un récit parallèle au Château des Étoiles, avec un dessin évidemment totalement différent puisque vous n'intervenez pas sur le dessin. Comment vous intervenez sur le scénario? Est-ce que c'est déjà le cas? Comment vous avez décidé de refiler le bébé, entre guillemets, à ces deux artistes que vous aimez évidemment? Oui, alors je ne leur ai pas refilé le bébé, c'est un autre bébé. Moi, je suis content avec mon bébé, qui grandit bien en ce moment d'ailleurs. Non, c'est une autre proposition, c'est en plus. Et c'est quelque chose en fait, qui m'est apparu assez vite comme une évidence, le fait que c'est la première fois que je traite un univers dans lequel le récit que je raconte me passionne évidemment et j'adore mes personnages, mais en fait, si j'enlève les personnages, l'univers est encore intéressant. Dans tout ce que j'ai fait avant, si je retire les personnages et l'histoire, l'univers il est un peu banal ou extrêmement sur Siegfried, c'est symboliste. S'il n'y a pas les personnages et leurs émotions, l'univers ne correspond à rien. Sur le Troisième Testament, ça se passait au Moyen-Âge ou pendant l'Antiquité. Enfin, c'est des récits historiques. Donc, l'univers il est chouette, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Là, à partir du moment où l'hypothèse est lancée du voyage spatial au 19e et que le secret est révélé, évidemment, toutes les puissances du globe vont se lancer à la conquête des cieux. Voilà, il va y avoir des amateurs, il va y avoir des flottes entières des terre-nefs, d'exploration, de combat, comment vont réagir les empires. Voilà, donc c'est des histoires qu'on raconte depuis le début à travers les gazettes. Donc, c'est des articles qui parlent de tout ce qui se passe dans le monde autour de l'aventure de Séraphin. Mais évidemment, il y a la place pour des récits de fiction aussi, en BD ou pas forcément d'ailleurs. Mais c'est vrai que la BD semblait une évidence. Et quand j'ai parlé de cette idée à Alain Hérol, que donc j'avais sollicité à la base pour m'aider sur la série principale, là, c'était au moment où il terminait Les Indes-Fourbes, et il m'a dit, mais t'es sérieux avec ça? Et tu voudrais que j'en fasse un? Je dis, je croyais que tu n'avais pas le temps. Ah, bien, mais le temps quand même. Et en fait, il est revenu 2 heures après avec une idée et des personnages et des prémices sur ce qu'il allait faire sur les Chimères de Vénus. Et après, moi, j'étais évidemment ravi. Moi, je suis un fan d'Alain Hérol depuis le début. Et puis le dessinateur de rêve pour moi sur cette série, c'était Étienne Young, dont je suis le travail depuis le premier album, qui était le premier tome de Gargouille aux humanoïdes associés. C'est quelqu'un qui travaille à la gouache à la base. C'est un gouacheur de génie qui travaille toujours le dessin sur du papier, mais qui maintenant fait les couleurs sur ordinateur, mais avec le même talent. Et je trouve qu'il crée des ambiances absolument extraordinaires. Et je trouve pour moi, il
il porte le même genre de rêve et de merveilleux que ce que j'essaye de faire moi à l'aquarelle. Lui le fait avec une technique donc, de gouache ou de gouache numérique, mais voilà, et avec des moyens complètement différents. Et ça, je trouvais ça chouette. Je voulais pas quelqu'un qui fasse un peu la même chose parce que je trouvais que c'était pas très intéressant. J'avais envie de quelque chose de complémentaire. Et pour moi, alors je sais qu'il y a certains lecteurs qui sont décontenancés, C'est difficile de se séparer de votre dessin, en fait. C'est très difficile parce qu'il est impactant. Bah, moi, je suis. C'est gentil de l'autre côté. Enfin, bon, ce que j'espère, c'est que le plus de lecteurs possible vont franchir le pas sur le dessin d'Étienne, parce que je trouve que quand on rentre dedans, c'est la même. Enfin, moi, ouais, je trouve qu'il y a une magie qui se dégage de ce qu'il fait. Et c'est en plus un excellent acteur. C'est-à-dire que c'est étonnant, mais il a un dessin qui peut paraître assez caricatural. Parce qu'il est il a un trait très, très pur et les expressions et les visages sont assez outrés. Mais justement, les visages, enfin, la stylisation est assez poussée, plus poussée que sur Château d'Étoiles, bien meilleure d'ailleurs. Mais donc, il peut y avoir un côté où on se dit, oh là là, ça va être un peu caricatural, un peu simplifié. Mais en fait, c'est un acteur incroyable et tous ces personnages jouent incroyablement juste. Et moi, je suis fasciné par la qualité et la finesse de ses expressions. C'est quelqu'un de très fin et ça se ressent dans son dessin. Et ça, plus le scénario d'Alain Hérol, qui, comme d'habitude, fait des dialogues qui ont une saveur inimitable. Moi, je me régale à tout niveau. Alain fait des storyboards assez poussés, mais ils sont déjà super drôles et très sophistiqués en termes de mise en page. Mais en plus, quand il y a Étienne derrière qui amène une composition d'acteurs que je trouve incroyable. Moi, je suis je trouve que ces personnages féminins, notamment, sont dingues. Ils sont tous différents. Ils ont tous du chien, du caractère, à la fois de personnalité, émotion. Enfin, c'est ouais, je suis vraiment épaté. Moi, je suis vraiment fan de leur boulot à tous les deux. Et les voir me rejoindre sur cet univers, ça me transporte. Et le deuxième tome sort. Est-ce qu'il y a déjà une date de prévue pour le second tome? Ce sera l'an prochain, mais je ne sais pas quand. D'accord, ok. C'est noté. Il est temps de vous remercier tous, mais particulièrement Alex, parce que c'était une fois de plus passionnant. Merci de nous avoir partagé vos croquis, vos dessins en toute intimité. Merci infiniment. Et écoutez, on se retrouve peut-être avec grand plaisir pour la suite, une prochaine fois, avec un immense plaisir. Bah, volontiers. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires. Et voilà, c'était extra d'avoir vos retours de lecture et évidemment très, très encourageant pour la suite. Donc là, je suis très remonté. Pour l'expo, ça va être super. Et puis, non, mais ça donne plein d'énergie au sortir d'un gros album comme ça. Ça fait beaucoup de bien. Donc, merci à tous pour ces bonnes vibrations dans les terres. Merci Alex. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Merci infiniment. Merci une fois. Au revoir.